Bonsoir tout le monde. Voilà. Bon. Avant de démarrer, merci de vérifier que vous avez coupé votre son pour que ce soit plus facile. Et puis, pendant mon intervention, je vous propose, si vous avez des questions, ne pas hésiter à aller sur la partie discussion que vous trouverez en bas de l'écran, de noter votre question à l'écrit. Et puis, Chloé, notre modératrice, les notera et me les posera à la fin de l'intervention. Voilà, où on prendra un moment pour échanger. Moi, je vous propose, comme les plus importants sont ceux qui sont arrivés, de démarrer. Et puis, les autres prendront en cours de route. Ça te va, Chloé? C'est parti. Bon. Bien. En tout cas, bienvenue et merci. En tout cas, d'être présent ce soir. Je voulais vraiment faire un point sur le métier de socio-esthéticienne qui est trop mal connu. Autant pour les gens des services, les structures, que pour les futurs élèves éventuels, que ce soit pour une reconversion professionnelle, pour un ajout complémentaire à la profession déjà existante. Donc, c'est vraiment une intervention qui concerne tout le monde. Dans un premier temps, alors, je vais commencer par quelque chose d'un petit peu plus didactique et explicatif, qui ne va pas durer très, très longtemps. Et puis, je pense digresser beaucoup plus avec les questions que vous aurez à me poser et de rentrer peut-être plus dans les détails. Voilà, je vais peut-être commencer par me présenter pour que ce soit plus facile de me situer. Je suis Géraldine Bonnet, je suis socio-esthéticienne depuis 21 ans maintenant. J'ai été formée à l'école de Lucas et je suis responsable de la formation chez de Lucas justement depuis 17 ans. J'ai deux autres casquettes ce soir. Une, c'est de présidente de l'ASEN, l'Association des socio-esthéticiennes du Nord, qui existe depuis 2004, pardon, et dont je suis la présidente depuis 2006. Et depuis 2 ans, je suis la référente des Hauts-de-France pour la Fédération nationale des socio-esthéticiennes. Voilà, le fait d'avoir plusieurs casquettes va me permettre aussi de répondre peut-être à plus de questions encore, et puis de faire des prospectives sur l'avenir aussi un peu plus larges. Dans ce premier temps, je voudrais peut-être donner une définition de ce qu'est la socio-esthétique, parce que ce n'est pas un métier qui est facile à expliquer. D'ailleurs, quand on nous voit exercer, on voit essentiellement la partie esthétique, qui pourtant n'est qu'une des formes, mais pas le fond de notre travail. Donc, je vais essayer avec des mots simples et puis quelque chose d'assez concret, vous expliquer un petit peu en quoi il en retourne. C'est un métier d'accompagnement. Un métier d'accompagnement qui va prendre en compte la globalité de la personne, tant son côté physique que son côté moral. Voilà, c'est dans un but d'améliorer l'estime de soi de chacune des personnes qu'on va rencontrer. C'est le fond de notre travail, c'est l'objectif le plus grand qu'on puisse réaliser, même si bien entendu, il faut du temps pour ça. On va utiliser l'esthétique et le toucher comme des outils qui vont nous permettre de mettre une confiance, d'établir une confiance en quelques secondes, en quelques minutes, voire en plusieurs interventions parfois, de créer un moment de détente qui va être propice à libérer la parole. Et grâce à notre écoute active et à l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer, d'utiliser cette parole pour aider la personne à travailler sur son objectif ou l'objectif qui a été décidé avec les équipes. Et ils peuvent être très, très variés. Ça peut être tout simplement travailler sur l'hygiène pour des gens qui sortent de la rue, par exemple. Ça peut être de travailler sur de la réinsertion sociale ou professionnelle, à travailler avec Pôle emploi, avec des missions locales. On peut aussi travailler sur l'insertion sociale proprement dit, avec des gens qui sont très isolés, qui ne travaillent pas depuis très longtemps. On travaille sur des choses qui sont, j'allais dire, on n'a pas besoin d'attendre d'être dans un lit d'hôpital pour travailler là-dessus, c'est sur la confiance en soi, d'avoir plus confiance en soi, d'avoir une meilleure image de soi. Et ça, on peut le travailler partout, vraiment dans tous les lieux où on peut imaginer être en difficulté, on peut s'occuper de ces objectifs.
La socio-esthéticienne, c'est vraiment un outil très puissant. C'est quasiment la seule thérapeutique qui allie le toucher et l'écoute. Beaucoup de thérapeutiques se servent de l'écoute, peu se servent du toucher. Donc, on a vraiment un job en or et quelque chose d'assez particulier pour qu'on soit complémentaire des équipes en place. Donc ça, c'est vraiment aussi un point important pour le métier de socio-esthéticienne, c'est qu'on travaille un maximum de fois avec les équipes en place qui vont donner pas mal d'informations, à qui on va pouvoir redonner des informations aussi pour travailler sur un projet de vie, sur des objectifs et de pouvoir les réaliser dans les meilleurs critères possibles. Voilà un petit peu ce qu'est la socio-esthétique, si on devait l'écrire, même si j'ai déjà un petit peu digressé sur les lieux où on pouvait y travailler. Ça m'amène d'ailleurs à parler des endroits où on peut travailler. On entend beaucoup parler de la socio-esthétique à l'hôpital, mais ce n'est pas forcément uniquement ce lieu-là où elle travaille. Et en plus, selon les régions de France, il y a des pourcentages différents de travail dans le social ou dans le médical. Je prends en exemple Paris, par exemple, où là, on va être plutôt à 70% de travail de socio-esthétique dans le milieu hospitalier et puis 30 fois 40% dans le milieu social. Ici, dans les Hauts-de-France, c'est exactement les mêmes chiffres, mais à l'inverse. Beaucoup plus de social que de médical. Mais ça n'empêche qu'au niveau du médical, on peut travailler dans tous les services, que ce soit dans les hôpitaux, les cliniques, de l'annonce de la maladie jusqu'à la sortie d'hôpital, et même de pouvoir prendre en charge les gens quand ils retournent chez eux ou quand ils sont hospitalisés à domicile. On travaille dans des services aussi divers que l'oncologie, bien sûr, c'est là où on est les plus représentés, mais également dans les services bariatriques, dans les services de psychiatrie. On travaille beaucoup en atelier, à travailler sur l'image de soi, la confiance en soi. On travaille dans certains services de cardiologie, de neurologie, chez les grands brûlés, en pédiatrie, en addictologie, bien entendu, peut-être l'ai-je déjà dit, mais sans oublier la gériatrie, qui est pour le moment peut-être un peu sous-représentée, mais où il y a un gros travail possible à faire. Dans tout ce qui est service d'hospitalisation à domicile, que ce soit en cure, en post-cure, en fin de vie aussi, ou pour les soins palliatifs, c'est tout à fait possible d'intégrer la socio-esthéticienne dans les équipes de prise en charge. Dans le milieu médical, on a également les EHPAD, où la prise en charge, on peut considérer que ce soit médical, bien entendu, même si tout le monde n'a pas besoin de soins ni d'aide. La socio-esthéticienne, elle a une aide assez énorme dès l'accueil, où on peut prendre en charge les personnes pour éviter l'isolement, la dépression, voilà, de se sentir vraiment accueillis dans ce lieu-là et pour tous les jours qui suivent, pour une socialisation la plus efficace possible et le plus rapidement possible. Tout ce qui est centre spécialisé, post-cure, font partie aussi des domaines hospitaliers ou médicaux dans lesquels on intervient de façon assez récurrente. Ça, j'en oublie, bien entendu, mais ce sont tous les domaines du médical. Et puis, il y a un autre domaine, c'est le domaine du social qui est très, très large. Alors, dans les Hauts-de-France, mais comme dans d'autres régions de France, on a une surreprésentation de ces services sociaux parce que, bien entendu, beaucoup de gens sont en difficulté physique, morale, financière, culturelle. Et donc, la socio-esthéticienne va pouvoir s'imposer comme partenaire de travail, autant sur la socialisation dont je parlais tout à l'heure, que sur la découverte de la détente, sur la socialisation toute simple, de faire des connaissances, vraiment d'essayer de chercher l'autonomie au maximum dans tous ces milieux-là. Et ça va aussi bien des centres sociaux de quartier, les épiceries solidaires, que toutes les associations qui tournent dans les villes,
mais aussi dans les centres d'hébergement d'urgence, d'insertion sociale, où il y a un énorme travail de fait avec les immigrés, avec les femmes battues, avec les gens qui ont été rejetés. Donc, ces centres-là sont très ouverts au travail avec les socio-esthéticiennes. On a les ESAT, ça c'est pour évoquer tout le milieu du handicap, puisqu'on travaille avec toutes sortes de handicaps, que ce soit handicapés mentaux, les handicapés physiques, les polyhandicapés, voilà, c'est les personnes non-voyantes, les personnes malentendantes, vraiment dans tous les centres, petits ou gros, de pouvoir travailler avec une socio-esthéticienne amène souvent un relais apaisant, bienveillant, en dehors du contexte médical ou social, éducatif, qui est vraiment porteur, comme une bouffée un peu d'oxygène, d'autant plus qu'on est souvent des personnes extérieures qui venons pour des prestations de 2 heures, d'une demi-journée, etc. Et donc, de ce fait-là, vraiment un apport complètement nouveau, rafraîchissant et innovant pour toutes les équipes et les structures qui nous font intervenir. On travaille avec les enfants dans les MEX, dans les maisons d'enfants à caractère social, dans les accueils spécialisés comme les MAS. Et puis, j'évoquais également tout à l'heure, je reviens sur les enfants, parce que de plus en plus, on nous demande d'intervenir dès la primaire sur la confiance en soi, sur la détente, sur l'hygiène. Et puis, on nous demande de continuer dans certaines classes particulières pour les jeunes en fin de collège qui décrochent scolairement et de pouvoir les remettre dans le circuit en leur apportant des choses un peu différentes, d'essayer de s'orienter professionnellement, de savoir qui ils sont, d'appréhender le respect de l'autre et son propre respect. Donc, les enfants et les jeunes, c'est une voie de plus en plus ouverte pour la socio-esthétique. D'autant plus que le toucher est extrêmement important, voire même un peu bizarre à l'adolescence. Et donc, de pouvoir intervenir sur ce plan-là, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, je parlais de missions locales, de Pôle emploi. Ce sont des secteurs aussi qui sont très prisés pour la socio-esthétique. Et puis, il y a des nouveaux secteurs qui ne sont pas encore très exploités, mais qui sont amenés à s'accroître. Le premier, c'est le travail en entreprise. De plus en plus, on travaille avec les salariés des entreprises, soit avec des prises en charge des entreprises elles-mêmes ou des comités d'entreprise. Peut-être qu'une loi sera votée dans les années à venir pour que ce soit les employeurs qui prennent en charge le bien-être en entreprise, mais on intervient dans ce cadre-là, savoir si les gens sont à la bonne place, s'ils ont besoin d'évacuer un petit peu, de savoir comment ils se positionnent dans leur profession, dans leur équipe, etc. Donc, le comité, les secteurs d'entreprise se développent de plus en plus. Le secteur de cabinet privé aussi commence à se développer, puisque nous avons la possibilité de faire des prises en charge avec les chèques emploi service. Et donc, c'est une opportunité pour certains de faire venir une socio-esthéticienne à demeure ou de venir dans un cabinet pour travailler sur la confiance en soi, sur l'amélioration de son image et de se sentir plus affirmé dans la vie. Donc voilà toutes sortes de lieux où on peut travailler du premier jour de vie au dernier jour de vie. Je n'ai pas parlé de la crèche, mais certaines d'entre nous, socio-esthétiques, travaillons dans les crèches sur le rôle un petit peu du toucher dans l'évolution du bébé, du petit enfant, de faciliter le toucher des parents, qui aujourd'hui est un peu difficile parfois pour certains. Donc, on travaille donc vraiment du premier jour de vie jusqu'au dernier jour de vie, quelles que soient les difficultés qui sont rencontrées. Voilà un petit peu les secteurs dans lesquels on peut intervenir et je pense que tous ici présents, vous allez pouvoir vous sentir aussi concernés, quel que soit le type de service où vous travaillez actuellement, où vous voulez travailler plus tard. C'est vraiment un choix très, très large. Une petite aparté pour vous dire qu'on travaille dans des secteurs aussi où il y a beaucoup de douleurs.
comme les soins palliatifs, le service des grands brûlés aussi, où on s'est rendu compte que les modelages, que le toucher favorisait une telle déconnexion du cerveau que ça apaisait grandement les douleurs, que ça faisait descendre les rythmes cardiaques, les tensions, la respiration, jusqu'à trouver un apaisement pour certaines personnes très favorable. Voilà. La socio-esthéticienne, elle travaille, je devrais dire aussi socio-esthéticien, même s'il y en a peu, mais ça existe. Donc, désolée si j'emploie souvent le mot socio-esthéticienne, bon, même si c'est plutôt 99 sur 100, mais il y a quelques hommes qui sont socio-esthéticiens et ils sont vraiment les bienvenus parce que parfois cette approche plus masculine est enviée, vraiment. Elle est complémentaire, je le disais tout à l'heure, aux équipes en place. Et c'est vraiment important de pouvoir travailler avec les équipes pour qu'on ait des avancées sur notre travail plus rapides, plus efficaces et réajuster aussi au fur et à mesure. Complémentaire parce que ce soit dans le social ou dans le médical, c'est extrêmement rare, voire il n'y a pas d'autre possibilité de travailler sur un toucher bienveillant et long, puisqu'on passe en moyenne 3/4 d'heure, 1 heure, parfois plus, parfois moins, avec les usagers. Donc, c'est vraiment très, très long. C'est vraiment une opportunité extraordinaire de pouvoir libérer la parole. Et donc, les équipes travaillent avec nous en amont des projets, en général, où on se retrouve quand l'idée des cadres, hein, l'idée des responsables de structure, c'est de mettre en place un projet intégrant la socio-esthétique. C'est de nous rencontrer, de mettre à plat ce qu'on a envie, comment on peut procéder, est-ce qu'on travaille en individuel, en face à face, est-ce qu'on travaille en atelier, en gérant un groupe, est-ce qu'on intervient 3-4 fois, est-ce qu'on intervient sur toute une année, voilà, c'est des choses qui se décident en amont, de la même façon qu'il va se décider aussi le moyen de financer le projet. Donc ça, c'est aussi une part importante de notre métier, c'est la part commerciale, puisqu'il faut aussi négocier notre salaire, nos revenus, et parfois, avec des services qui ont vraiment très, très envie d'avoir des socio-esthéticiennes et ne pas savoir comment nous payer, ben, de travailler ensemble aussi à la recherche de subventions, de répondre à des appels à projets. Donc tout ça, ça se travaille en amont avec les équipes. Travailler avec une équipe, ça permet aussi d'échanger pour une meilleure prise en charge, pour transmettre les informations, échanger, permettre aussi de réajuster le travail au fur et à mesure. C'est très apprécié des équipes de pouvoir nous dire quand ils nous voient le matin en arrivant ou en cours de route, telle et telle personne aurait peut-être plus besoin de toi aujourd'hui, ou dans ce groupe-là, il s'est passé tel et tel événement, il faudrait peut-être recadrer. Et donc, ça permet vraiment de réajuster au fur et à mesure. De la même façon que ces transmissions sont importantes au fur et à mesure de l'évolution, elles sont extrêmement importantes aussi pour valider notre travail. Et on fait des évaluations de notre travail, tant sur le point quantitatif, même si c'est franchement pas le plus important, travaillant en moyenne 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure avec chaque personne ou avec chaque groupe, c'est un peu difficile de se dire qu'il faut voir 100 personnes par mois. Mais quantitativement, ça reste quand même quelque chose à noter. Et qualitativement, c'est extrêmement important d'évaluer le travail, de savoir comment les gens étaient au moment où on les a reçus. Donc, peut-être avec une évaluation pré-travail, peut-être une évaluation quand on a prévu de se voir régulièrement et de façon vraiment un peu pérenne, d'une dizaine de fois, de refaire une évaluation en cours de route pour voir ce qui a été retenu, pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a été testé, voir comment les équipes aussi ont appréhendé certains changements, comment elles ont pu relancer la dynamique quand on n'était pas là. Et forcément, des évaluations en fin de projet pour voir si ça a valu le coup et si on pérennise l'action, voir ce qu'on change, ce qu'on maintient, etc. Donc, on a vraiment un gros travail à faire avec l'équipe
même si souvent elles n'ont pas beaucoup de temps, ces équipes, c'est de pouvoir de prendre un petit moment. Ça nous aide vraiment dans notre travail. Vous savez, socio-esthéticienne, c'est que ça amène souvent tellement de détente et de modifications chez certaines personnes que les équipes s'en retrouvent soulagées souvent. Je vous donne peut-être quelques exemples pour expliquer. C'est peut-être une dame dans une EHPAD qui a tendance à appuyer sur la sonnette, ou même dans un service hospitalier, à appuyer sur une sonnette 10 fois par jour. Un coup, c'est pour avoir à boire, un coup pour remonter l'oreiller, ou un coup pour pleurer. On sent bien que la personne a envie plutôt de parler, a envie de s'épancher. Mais en tant que soignant, on n'a pas trop le temps. Et puis, quelquefois, pas la formation pour. Donc, d'avoir une socio-esthéticienne, c'est de prendre le temps avec ces personnes, de prendre quelquefois un quart d'heure, une demi-heure, une heure, lui permettre de dire les choses qui vont bien, les choses qui vont pas bien, et tout compte fait d'avoir comme résultat que le reste de la journée se passe beaucoup mieux, où il n'y a plus de bip sur la sonnette. Ça, c'est quelque chose d'assez répétitif dans notre travail. Et donc, l'équipe s'en ressent, c'est moins de tension, c'est moins d'énervement, et du coup, les équipes travaillent mieux, ont plus de temps aussi, quelquefois, au bout de quelques semaines de présence d'une socio-esthéticienne. Voilà quelques exemples pour dire un petit peu ce qu'on peut apporter de façon complémentaire à l'équipe. On est vraiment des facilitateurs parce que on a aussi, je vais le dire de façon un petit peu populaire, mais les fesses assises entre plusieurs chaises, entre quelquefois le patient et la famille, entre le soignant et l'usager, entre l'extérieur et l'intérieur de la structure. On nous qualifie souvent de bouffée d'oxygène, de soleil, de rayons de soleil dans ma vie. Enfin voilà, on a beaucoup de choses positives qui sortent de nos rencontres, qu'on retransmet aux équipes aussi pour les féliciter aussi de leur travail, parce qu'on est peut-être la cerise sur le gâteau, mais l'essentiel aussi du boulot a déjà été fait par le reste des équipes. C'est pouvoir partager tout ça. Donc, on est facilitateur. On est, je disais, un élément extérieur, et ça compte énormément aussi. On fait partie de l'équipe sans en faire partie. Voilà, comme on n'est pas là forcément à plein temps, ça arrive assez rarement qu'on nous embauche à plein temps, on amène un petit goût de nouveau, un petit goût d'extérieur pour raviver un petit peu la joie de vivre et puis l'envie de s'en sortir. Je disais aussi qu'on était quasiment les seuls à utiliser le toucher. Je sais bien que les soignants utilisent le toucher, mais souvent c'est protocolaire, c'est technique, et il n'y a pas vraiment le temps, même s'ils en crèvent d'envie, de passer 10 minutes assis sur le bord d'un lit à tenir la main de quelqu'un et à l'écouter. Donc voilà, la socio-esthétique, elle est là pour ça. Elle n'est pas là que pour tenir la main et écouter, elle est là vraiment pour travailler sur des objectifs, je le rappelle. Ça, c'est vraiment important. On a un travail de fond plus que de forme. Voilà un petit peu ce qu'il en est de notre métier, de notre façon d'intervenir. Alors, je sais, c'est succinct. Peut-être vous aurez quelques questions à me poser en complément par rapport à ça. Je voudrais passer à une autre étape, c'est de se dire, mais comment on peut faire pour être socio-esthéticienne? Ou, si je suis responsable d'un service, comment je fais pour embaucher une socio-esthéticienne et qui je dois choisir? Ça, c'est vraiment très important, encore plus aujourd'hui, où vous avez très peu d'écoles qui proposent aujourd'hui la socio-esthétique de façon qualitative. Il y a des structures qui proposent 3 jours, 5 jours d'information sur la socio-esthétique, sur quelques modelages, ou des esthéticiennes classiques qui font très bien leur travail, qui sont complémentaires aux nôtres, se disent socio-esthéticiennes. Ce n'est pas possible, ça n'est pas le cas, et ce n'est pas très légal. Donc, je voulais rappeler là 2 points importants. C'est qu'il faut un minimum d'un CAP d'esthétique pour démarrer ou accomplir une formation de socio-esthétique. Et en plus, il faut donc avoir choisi de faire une formation complémentaire, qualitative, tant que faire se peut, et d'en avoir eu l'examen
pour se dire socio-esthéticienne. Les lois sont strictes en France par rapport à ça. Il n'y aura pas de couverture ni professionnelle ni privée pour quelqu'un qui n'a pas ces formations et qui s'amuse, on va dire, ou même si ça semble être professionnel, à faire des soins à des patients ou des usagers. Si jamais il arrivait quelque chose, quelqu'un qui glisse sur de la crème, si un bâtonnet se plante dans l'œil, s'il y a une brûlure, s'il y a une réaction allergique, il n'y aura que celles qui ont au minimum un CAP d'esthétique qui seront couvertes. Voilà. Aucun soignant ne sera couvert, aucun personnel éducatif ne sera couvert pour ce genre de choses. Si j'en parle, c'est parce que ça s'est déjà vu, et pour aller jusqu'au procès et perdre et sa place et l'argent de toute la famille, puisque les responsables de structure ne vous couvriront pas non plus. Donc ça, vraiment important. Aujourd'hui, il existe, je crois, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont fermé ces dernières années. Au nord de Paris, l'école de Lucas est la seule aujourd'hui. Il en reste 2 à Paris, une à Tours et peut-être une à Lyon, une à Nancy. Voilà. Les autres, je ne sais pas trop si elles ont continué d'ouvrir, mais vous voyez, c'est très, très peu. Voilà. Et où là, vous êtes sûr d'avoir du qualitatif. Ce qui m'amène à parler de la formation proprement dit pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et toujours, c'est aussi important pour ceux et celles qui veulent faire la formation que pour ceux qui vont avoir une socio-esthéticienne pour savoir ce qu'on peut attendre d'elle. Même si aujourd'hui, on a des fiches métiers pour les hôpitaux, avec les responsabilités. L'AFSOS, l'association francophone des soins de support, a créé un référentiel extraordinaire pour la socio-esthétique en oncologie, donc on peut s'y référer aussi, mais les responsabilités et les capacités d'une socio-esthéticienne ne sont pas moindres, donc il vaut mieux savoir à quoi elles sont formées. Je vais vous parler plus particulièrement de la formation à l'école de Lucas, parce que c'est celle que je connais le mieux, mais voilà, tout est ouvert. À l'école de Lucas, c'est une formation qu'on fait depuis 22 ans, donc voilà, on n'est pas né de la dernière pluie. On a réussi à réadapter au fur et à mesure le contenu de formation en fonction aussi de ce qu'on nous demandait sur le terrain. Le fait d'avoir 3 casquettes, ça me permet de pouvoir mettre à jour en fonction de ce que mes collègues vont me dire sur le terrain. Même si je continue de travailler en tant que socio-esthéticienne, je ne suis pas au courant de tout. Et du coup, de pouvoir rajouter la psychologie d'adolescence, la sexualité chez les personnes retraitées, âgées, etc. Enfin, il y a des choses qui se mettent à jour régulièrement. Cette formation, elle prend 1 jour et demi par semaine pendant toute une année scolaire. On démarre début octobre, on finit fin juin. Il y a 320 heures de cours, plus 315 heures de stage. 320 heures de cours, il y a à la fois du cours théorique, bien entendu, de la gériatrie, de la dermatologie, de l'oncologie, de la psychiatrie. En fait, ce n'est pas pour devenir expert dans chacune de ces matières, c'est vraiment pour se dire, quand je rencontre quelqu'un qui souffre de telle ou telle pathologie, qui souffre de tel ou tel handicap ou difficulté dans la vie, je peux entendre ce qu'elle dit et commencer à comprendre, si ce n'est pas comprendre, ce qu'elle m'explique. Voilà, donc c'est quand même sérieux au niveau contenu, mais on ne devient pas des experts derrière. C'est pour ça qu'à l'école de Lucas, ce sont des intervenants extérieurs qui font chacune de ces interventions. Ce n'est pas des socio-esthéticiennes qui font ces interventions. Je me sens incapable de faire des formations en oncologie, en dermatologie. Je laisse ça vraiment à des experts. Donc, on a des médecins, on a des infirmiers, on a des éducateurs spécialisés, on a des psychologues, etc., qui interviennent pour tout ça. On a dans ces cours théoriques, soi-disant théoriques, aussi beaucoup de partage, avec les plus gros cours qui sont les cours de communication, puisque c'est le nerf de notre guerre quand même, c'est de savoir communiquer, où on passe 50 heures sur les 320 à faire de la communication, 50 heures sur la psychologie aussi,
pour être à même vraiment d'éviter tout transfert, d'être dans une bienveillance, dans une écoute active de tout instant et de savoir se protéger aussi pour éviter d'emmener le malheur du monde sur les épaules. Donc, vraiment beaucoup de cours différents avec beaucoup d'interactions où on partage même des expériences personnelles qu'on revisite de façon plus professionnelle avec une prise de recul, mais vraiment un enrichissement énorme de par l'intervention des professionnels, mais aussi, et puis j'y attache vraiment beaucoup d'importance, sur le partage que le groupe va créer, cette émulation de groupe qui va naître dès les premiers jours de formation et qui va créer une dynamique assez extraordinaire la plupart du temps, tout le long de l'année, qui va porter chacune pour une plus grande réussite et un plus grand épanouissement de ce côté professionnel. Sans oublier le côté personnel qui s'enrichit aussi énormément. Cette formation, elle est validée en fin de formation par un examen qui se passe en 2 temps. Il y a un examen oral qui est décalé au printemps, entre mars et mai, où on passe un oral sur un projet professionnel, comme une simulation d'entretien d'embauche, parce que c'est une part vraiment importante dans notre métier. Donc, vous êtes à l'école de Lucas très formé là-dessus, sur comment on écrit un projet professionnel, comment on le défend quand on a des entretiens, comment on cherche des subventions, comment on répond à des appels à projets. Tout ce qui concerne la partie professionnelle proprement dit, l'animation d'ateliers, la prise en charge individuelle, tout ça, c'est ma partie. Voilà, c'est moi qui m'occupe de ça. J'ai 20 ans d'expérience, je crois savoir de quoi à peu près je parle. Et je vous mets en action donc lors de cet examen oral devant un double jury. Voilà, et c'est le seul examen quasiment qui soit décalé par rapport aux autres. Il y a un contrôle continu sur différents travaux de groupe, peu, mais efficaces parce qu'ils vont vous servir pendant les années à suivre. Sur une moyenne faite sur les retours des stages de vos maîtres de stage, mais aussi sur l'implication que vous avez pendant la formation, en tout cas que les élèves ont pendant la formation, sur leur présence qui est obligatoire. Voilà, donc ça, c'est une note continue. Et puis, le reste des examens se passe fin août. Donc, on finit les cours fin juin. On laisse passer l'été pour ceux et celles qui doivent passer le CAP en cours d'année, ont leurs résultats en juillet. Ça, c'est un des points forts de l'école de Lucas. C'est pour ceux et celles qui n'ont pas de CAP d'esthétique, vous avez la possibilité de conjuguer le CAP et la socio-esthétique sur la même année scolaire, en sachant que vous allez être pris 5 jours par semaine, mais c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est un gros avantage avec le passage du CAP au mois de mai-juin, les résultats au mois de juillet et le passage de l'examen de socio-esthétique seulement si vous avez votre CAP fin août de cette même année. Et là, vous avez de nouveau un oral sur les rapports de stage, toujours devant un double jury, voir un petit peu le recul que vous avez pris au fur et à mesure de votre évolution dans l'année. Et puis, 7 écrits. Donc, je vais les citer parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais on a de la gériatrie à l'écrit, psychologie, dermatologie, communication, de la gériatrie. J'espère que je ne vais pas redire deux fois la même chose. On a un gros sujet sur l'hygiène de vie, avec un grand H, comment on gère sa vie au quotidien. Sur des sujets plus professionnels, la méthodologie, mais cette fois-ci par écrit. Et puis, je crois que j'en ai 17. Et non, une dernière, j'ai répété. Donc, une dernière épreuve sur tout ce qui est santé et social, qui va inclure de la gynécologie, le handicap, l'oncologie, etc. Donc, voilà. Au terme de cet examen, si vous avez l'obtention parce que vous avez une moyenne de 10, vous êtes certifié École de Lucas socio-esthéticienne. Et vous êtes vraiment prêt à aller travailler. Vous avez tous les outils pour vous engager sur la vie professionnelle. Même si c'est quelque chose quelquefois qui est un peu fastidieux,
toutes celles qui se donnent les moyens d'y arriver ont du boulot. Peut-être pas dans les 2 ou 3 mois qui suivent la sortie, mais dans les 6 mois, 1 an, c'est tout à fait jouable. Et vous avez la possibilité, si ça vous intéresse, de rencontrer des socio-esthéticiennes qui ont été formées il y a quelques mois, quelques années, par l'intermédiaire de l'association, de la ZEN, ou de la fédération, la FNSE, que vous pouvez contacter soit via Gérald Bonnet, soit via les sites professionnels, en tout cas au moins de la fédération. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez besoin de rencontrer des gens à prendre contact. C'est le meilleur moyen. C'est un métier passion, je finirai là-dessus, en tout cas mon déroulé, je répondrai à vos questions, mais c'est vraiment un métier passion. On est confronté, c'est vrai, à ses propres limites pendant la formation et on évolue, on s'aguerrit, on apprend à se protéger pour pouvoir faire ça le mieux possible et le plus longtemps possible, voilà, et dans le meilleur état possible. Mais c'est vraiment passionnant de s'occuper de gens qui vont pas très bien au départ et puis qui évolue petit à petit grâce à toute une équipe et à notre travail, et de voir que les choses peuvent s'améliorer, que les gens deviennent plus autonomes et reprennent leur vie en main. C'est super chouette, très gratifiant. Voilà, et ben, j'engage vraiment tous ceux et celles qui ont envie d'améliorer justement leur rapport aux autres et de pouvoir en faire leur travail, ben, de se rapprocher de nous, de voir comment ça peut être possible. Voilà, je m'arrête là sur les explications proprement dites. Et puis, on va avoir Chloé qui a pris note de vos questions au fur et à mesure et puis qui va me les poser. Je pense que vous l'entendrez et puis j'y répondrai. Voilà. Pas de questions pour l'instant. Voilà, n'hésitez pas, en fonction de là où vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes infirmière? Est-ce que vous êtes dans le social? Est-ce que vous êtes peut-être futur élève? À vous mettre dans le contexte de se dire mais pourquoi je suis là ce soir? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir de plus? Est-ce que j'ai besoin d'idées, de sous? Est-ce que j'ai besoin de connaître un petit peu les débouchés? N'hésitez pas. Alors, des financements possibles pour le métier de socio-esthéticienne, oui, il en existe. Alors, il y a quelques structures qui vont autofinancer la socio-esthéticienne parce qu'ils ont une politique qui va dans le sens du bien-être, du mieux-être ou de l'éducation thérapeutique aussi, de soins de support. Et donc, il y a des structures, des hôpitaux même, qui mettent en œuvre vraiment un budget pour avoir une socio-esthéticienne, quelquefois volante sur plusieurs services, mais ça, c'est tout à fait possible. Après, pour arriver à ça, il faut se démener. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher prise quand on vous a refusé une fois la possibilité de rentrer. Il faut, comme je dis en entrant en formation, il faut être un pitbull gentil. C'est que quand on veut quelque chose, on croque dedans et on ne lâche pas, mais tout ça avec un grand sourire. S'il n'y a pas d'autofinancement possible, on apprend pendant cette formation à l'école de Lucas à faire ce qu'on appelle une veille informatique, aider souvent des cadres et des services où on veut mettre en place le projet, de rechercher des appels à projets qui correspondent à notre boulot. Alors, ce n'est pas forcément des appels à projets socio-esthétiques, même si ça existe de plus en plus. C'est quelquefois des appels à projets sur la prévention de l'obésité, par exemple, sur l'insertion professionnelle des gens qui n'ont pas travaillé depuis 10 ans, sur, je parlais tout à l'heure des adolescents, de suivre ces ados et de les réaccrocher, donc d'éviter la déscolarisation. Et de pouvoir mettre un pied dans cet appel à projet, de remplir ces appels à projet et après de croiser les doigts et d'obtenir la subvention qu'on espérait. Et de ce fait-là, de travailler peut-être 6 mois, 1 an avec le montant de cette subvention et puis pourquoi pas pérenniser en interne pour redemander des subventions les années qui suivent. On fonctionne beaucoup en forme un peu CDI, CDD quand on est socio-esthéticienne. 90% d'entre nous sommes auto-entrepreneurs parce qu'on travaille beaucoup
dans un endroit, puis dans un autre. Certaines d'entre nous travaillons 2 jours à l'hôpital et puis le reste du temps dans d'autres structures. D'autres travaillent 2 heures par mois à un endroit, 4 heures par semaine à un autre. Voilà, c'est vraiment, c'est pas dans le sens aléatoire où c'est risqué, mais c'est dans le sens où on ne peut pas se reposer tout le temps sur des acquis. Il faut de nouveau redemander des subventions. Mais aujourd'hui, et avec 20 ans de recul, je peux dire que toutes celles qui se sont démenées la première année, voire la deuxième année de leur activité, ont du travail par-dessus la tête et ont même parfois trop de travail et on redonne à leurs collègues parce que tout ce qu'elles ont semé pendant 1 an, pendant 2 ans, eh ben, finit par éclore et fleurir et au point où parfois, quand on leur demande de travailler un jeudi après-midi, ben, c'est bien parce qu'il y en a un par semaine. Mais quand vous avez 3 structures qui demandent le jeudi après-midi, ce n'est pas possible. Donc, du boulot, il y en a beaucoup. Des sous pour travailler, il y en a moins, mais il y en a, et pour toutes sortes de services. Donc, pas de trop de soucis là-dessus. Voilà, il faut un peu de temps. Est-ce qu'on peut conjuguer les statistiques en même temps que la socio? D'abord sur la statistique. Alors, je ne sais pas s'ils t'entendent aussi bien, je répète. Donc, Chloé me demande, l'intermédiaire, il y a 3 possibilités pour les personnes qui veulent faire le socio-esthétique au niveau du CAP d'esthétique proprement dit. Il y a des personnes qui sont déjà esthéticiennes, avec un CAP, un BTS, un BP, ça n'a pas d'importance, et qui pourront faire la socio-esthétique uniquement 1 journée et demie par semaine, plus les stages à temps complet. J'en ai pas parlé des stages d'ailleurs, ça pourrait être… Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est les personnes qui préfèrent faire leur CAP sur 1 année, continuer de travailler à côté ou de faire des stages, en tout cas d'utiliser les 2 ou 3 jours qui restent dans la semaine pour faire autre chose. Et puis seulement en 2e année de faire la socio-esthétique 1 journée et demie par semaine. C'est tout à fait possible. Donc ça ferait une première année soit à distance, parce qu'aujourd'hui le CAP il existe à distance, soit intégré à une école. Si vous avez déjà un diplôme au moins supérieur à un CAP, vous avez en gros 2 jours et demi de formation de CAP par semaine. Si vous avez un diplôme en dessous du CAP ou pas de diplôme du tout, dans ces cas-là, ce sera 5 jours par semaine. Ce sera plus long. Il faudra faire la socio-esthétique après. Et puis, et c'est assez rare pour le dire, puisqu'il n'y a que nous qui le proposons chez Deluca, c'est de pouvoir faire les 2 en même temps. Donc ça, c'est quand même si c'est du boulot, c'est tout à fait faisable et il y a de très, très grandes réussites de ce côté-là. Les résultats aux examens, pour les personnes qui font le CAP, c'est du 100%. Pour celles qui font la socio-esthétique, on est aux alentours de 80-85% de réussite. Et si on n'a pas 100%, quelque part, je nous en félicite parce que ça veut dire aussi que ce n'est pas quelque chose de facile à avoir et qu'on n'en voit pas sur le terrain face à des gens en difficulté, des personnes qui ne sont pas suffisamment formées. Donc, on est assez fiers de pouvoir dire qu'on a une formation qui est solide et un examen qui ressemble à un examen. Voilà. On revient sur les stages. Ouais, on revient sur les stages. C'est vrai que je n'ai pas parlé des 315 heures de stage. C'est un minimum de 3 fois 3 semaines de stage dans au moins 1 fois dans le social, au moins 1 fois dans le médical. Les 3 semaines de stage sont à temps plein et pas forcément sur une seule structure. De plus en plus, je propose qu'on fasse non pas un temps plein sur une structure, mais des mi-temps dans 2 structures différentes. Je m'explique. Aujourd'hui, la réalité de notre boulot, ce n'est pas forcément de travailler à plein temps dans une structure. Donc, j'aimerais que les stages ressemblent plus à la réalité du marché et donc de vous proposer de faire, par exemple, un stage de 2 jours par semaine à un endroit et 3 jours à un autre. Et ce, pendant 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Mais en fait, c'est pour avoir un suivi avec les patients, avec les usagers et de pouvoir avoir l'opportunité de voir une évolution possible. Je propose, les stages sont, en tout cas chez nous, 3 semaines aux alentours de Noël, sur la période des vacances scolaires, 3 semaines sur la période des vacances d'hiver et 3 semaines sur les vacances de Pâques.
ces 3 semaines, il y a possibilité d'en ajouter plus. Si on veut faire 4 semaines, ce n'est pas un souci. Si on veut faire un 4e stage, ce n'est pas un souci. Beaucoup des stages débouchent ou peuvent déboucher sur des vacations et donc sur du boulot derrière. Alors, peut-être du boulot à 2 heures par mois dans un premier temps, mais c'est quand même une porte qui s'ouvre et ce n'est pas à dénigrer du tout. Donc, je pense que de pouvoir multiplier les lieux de stage, c'est une vraie opportunité. Le stage du mois de décembre, pour faciliter la tâche aux élèves, parce que c'est difficile d'expliquer ce qu'on veut, c'est moi qui m'occupe de vous proposer des lieux de stage sur la grande région lilloise. Il y a, je sais pas, 70-80 lieux de stage possibles que je propose, aussi bien en maison de retraite que dans des centres pour handicapés, dans le social, dans le médical. Vraiment, c'est très, très, très large. Et donc, ça vous facilite la tâche de pouvoir choisir dans cette liste. Par contre, pour les 2 suivants, là, il faut vraiment s'aguerrir aux relations avec les autres professionnels, de trouver les bons interlocuteurs et de pouvoir parler d'argent, puisqu'on ne leur demande pas de temps à nous consacrer, si ce n'est que pour les transmissions d'infos. Mais par contre, on leur demande un petit peu de produits pour pouvoir travailler pendant le stage. Donc, il faut savoir demander un petit peu d'argent pour travailler. Donc, c'est le début de l'indépendance. Donc, voilà, les stages, c'est toujours un vrai bonheur. J'ai plutôt tendance à aller chercher les filles à partir du 2e stage sur leur lieu de stage parce qu'elles ne veulent déjà plus rentrer à l'école. Donc, c'est vraiment, vraiment super bien. Oui, Claire. Est-ce que le stage? Oui. Après, on a des questions. Oui. Alors, pour continuer un petit peu sur les stages, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le dernier oral qui a lieu fin août est sur les rapports de stage. Ce ne sont pas des mémoires. On demande un rapport de stage par lieu de stage pour expliquer un petit peu votre façon de vous organiser, comment vous avez été accueillis, quelles ont été vos difficultés, vos facilités, voilà, et de pouvoir vous voir évoluer au fur et à mesure de ces 3 stages, de ces 3 périodes de stage, pour pouvoir en faire un rendu petit par écrit et puis plus sérieux à l'oral lors de l'examen. Voilà, c'est ce qu'on va analyser, c'est votre capacité à prendre du recul sur votre pratique, savoir si vous faites bien les choses ou si vous pouvez vous corriger, les points sur lesquels vous pouvez encore vous améliorer et les points au contraire sur lesquels vous pouvez compter parce que ce sont des points forts. Ça, c'est l'objectif en fait de ces rapports de stage et de cet oral. Sur de Violette, demande, Ouais. vous connaissez déjà les jours précis d'école pour la rentrée prochaine? Ouais. Alors, oui, on connaît déjà les jours précis. Alors, on sait déjà que les jours de formation, c'est le jeudi toute la journée, de 9 h à 18 h, et le vendredi matin, en général de 8 h 30 à 12 h 30. Voilà. Après, les jours précis avec les dates, dans ces cas-là, il suffit de se rapprocher du secrétariat ou plutôt, je veux dire, de Madame Veillard, notre directrice, qui a déjà les dates de formation de l'année prochaine. C'est 1 journée et demie par semaine, à peu près du 6 octobre jusqu'au 30 juin, en sachant qu'il y a une semaine très spéciale, c'est la première semaine des vacances de Toussaint, où là, au lieu d'1 journée et demie par semaine, on va faire 40 heures de cours. Dès le début de formation, on va se mettre dans le bain. Alors, ça peut être un peu lourd, mais j'essaye d'alléger avec les choix de cours. Mais c'est la seule exception. Sinon, on est 1 journée et demie par semaine à partir de début octobre jusqu'à fin juin, sauf la dernière semaine d'octobre où c'est à plein temps, et les 3 fois 3 semaines de stage à plein temps. Sur le site. Dans le temps, c'était mardi et mercredi. Aujourd'hui, c'est jeudi et vendredi. Et ce sera jeudi et vendredi l'année prochaine. Alexandra. Oui. Sur la l'UNCP, comme l'école à cours, et les autres écoles apportent en fait ce titre. C'est une excellente question parce que c'est une question que beaucoup de monde se pose. Donc, je vais être assez transparente avec vous. Cette certification, c'est un document administratif qui a été comment on appelle ça, proposé par la RNCP pour qualifier de diplôme, en tout cas de certification professionnelle, certaines formations.
C'est vrai que le CODES à Tours l'a obtenu en premier il y a déjà longtemps de ça, et puis quelques écoles ont eu l'opportunité de l'avoir. Nous n'avons pas réussi à l'avoir à l'école de Lucas. On a été rebooté une première fois, et puis il s'avère que le changement, c'est encore administratif, mais tout est annulé là depuis cette année. Il y a juste le CODES qui a réussi à avoir une prorogation de 2 ans de cette certification administrative, et c'est tout. Toutes les autres écoles ont perdu leur certification. Il va y avoir du changement. Qu'est-ce que ça amène, cette certification? Uniquement, mais uniquement, je vous le dis bien, la possibilité de se faire prendre en charge par un OPCA, le fonds GESIF par exemple. Voilà, c'est uniquement ça. Ça ne dit pas, cette certification, la qualité ou non de la formation. C'est vraiment qu'administratif. Ça s'est vu. Aujourd'hui, ils ont perdu la certification, mais de certaines écoles qui n'avaient même pas de cours, mais qui avaient la certification. Voilà, donc sur les prises en charge, c'est sûr que ça a un effet immédiat. C'est que si vous êtes du secteur privé et que vous voulez une prise en charge fonds GESIF, elle sera refusée. Pour le CAP, là, elle sera acceptée la plupart du temps, mais pas pour la socio-esthétique. Ce sera du financement personnel. Après, c'est tout. Je n'ai pas de choses particulières à dire là-dessus. C'est vraiment quelque chose de très français et de très administratif. Malheureusement, c'est très complexe. Et comme il va y avoir de nouveau une nouvelle structure administrative qui va s'occuper de ce qui sera la future certification, ce sera un autre nom, on verra quelle sauce on sera mangé. Mais pour l'instant, en tout cas, l'école de Lucas continue de fonctionner. Dans la région et même au-delà de la région, on est vraiment très réputé par la qualité de la formation, par son contenu, par le type d'intervenant qui vient donner les cours. Donc, de ce côté-là, je n'ai franchement pas de soucis, ni de honte ni de doute par rapport à ce qu'on propose. Et la certification, ce serait peut-être, comme je disais tout à l'heure, la cerise sur le gâteau. Mais voilà, on est en tout cas en mesure d'entendre parfois les difficultés pour payer cette formation, et on essaye de trouver des solutions pour que ça puisse s'étaler sur plus longtemps, et de voir individuellement comment il est possible de prendre ça en charge. Voilà. J'enchaîne avec une autre question, Alexandra, après je reviens sur le Oui. Oui. Sans le RNCP, pas de contrainte, c'est aucune. La RNCP, ça ne concerne en fait que les prises en charge et que pour les écoles. Sur le terrain, on nous demande, je ne sais pas, peut-être une fois sur 10, j'exagère, une fois sur 50, on nous demande d'où on sort et si on a notre diplôme. C'est malheureux parce que je serais même tentée de dire qu'on devrait présenter notre certificat de formation pour attester qu'on l'est et que ce ne soit pas quelqu'un qui ne l'est pas qui soit pris. Pour le terrain, ça n'a aucune importance que ce soit certifié ou pas. Voilà. Et si on est de la région, quand vous dites de Lucas, c'est tout, on est ravis de vous avoir. Les lieux de stage dont je vous parlais tout à l'heure, 70, 80 lieux de stage, quand ils ont testé une élève en stage de Lucas, une élève quelquefois d'autres écoles, ils se sont dit on ne formait pas au même métier. Il y avait vraiment une approche complètement différente. Donc, vraiment sur le terrain, je vous assure, et si ça ne suffit pas que je vous l'assure, allez demander à d'autres socio-esthéticiennes, mais il n'y a franchement pas besoin de la certification. On a une question de Violette qui demande si on peut effectuer les cours théoriques à distance. Non. Pas de cours théoriques à distance pour le moment. Alors, mis à part Covid, voilà. Mais on l'a testé du coup pendant cette année 2020 où on a eu la Covid et on a fait, que je ne dise pas de bêtises, mars, avril, mai, juin, 4 mois de cours à distance. C'est une horreur parce que la plupart de nos cours sont des échanges et que si vous n'êtes pas là, c'est irrattrapable. Et comme le fond de notre commerce, c'est vraiment cet échange, cette capacité à communiquer, à dire les choses, quand on est content, pas content, on a absolument besoin d'être présent. Alors, bien entendu, quand on loupe un cours, il vaut mieux louper un cours de dermatologie
que d'animation d'atelier, ça j'en conviens, mais les cours de psycho, les cours de communication, de gériatrie, de gynéco, ce n'est que de l'échange. Et donc, pas possible. Voilà. On peut faire la VAE, ça c'est possible. Si on a déjà acquis certaines notions, on peut tout à fait faire la validation des acquis. C'est tout à fait possible depuis peu, mais c'est possible. Par contre, si on est inscrit à la socio-esthétique, c'est en étant présent. Ça me semble difficile. Ouais, c'est très compliqué. On peut peut-être leur rappeler qu'on peut hésiter s'ils ont des questions. Oui. Et puis, attends, peut-être parler un peu de l'association. Oui. N'hésitez pas à poser des questions de toutes sortes. Hein. Je suis prête à répondre à tout ça. En attendant que vous ayez des questions, je peux peut-être vous parler un petit peu de l'association, l'ASEN, l'Association des socio-esthéticiennes du Nord. La première visée de cette association, c'est de faire connaître et reconnaître notre métier dans notre région. On participe de plein de façons différentes. On est agréé, par exemple, pour le CHU à Lille, et donc la possibilité de travailler sur le site plus facilement. On participe à des forums parfois, on fait des conférences. On essaye de vraiment un maximum donner des informations, mais aussi, c'est peut-être pas ce qui est le plus important, mais quand même, c'est d'aider les nouvelles aussi dans leur installation, de se soutenir, même avec les anciennes, parce que quelquefois, il y a des coups durs. Quelquefois, on a envoyé une dizaine de projets, puis on n'a eu qu'une seule réponse. On perd peut-être quelquefois un peu courage, et de pouvoir se retrouver tous les trimestres pour discuter de notre activité, de nos projets, de nos difficultés, ça permet vraiment de rebooster énormément. On continue aussi de se former par l'intermédiaire de cette association. On propose minimum une formation continue dans l'année. On a fait une formation sur le deuil, sur l'aromathérapie, le conseil en images. Cette année, il y a le Hamas, il y a la réflexologie. Enfin, voilà, on essaye vraiment de toujours se tenir à la page et de compléter ce qu'on a déjà acquis dans sa formation initiale. Donc, cette association, c'est une petite association, on est 20 ou 30 selon les années, et puis on se serre les coudes et on essaie de faire pas mal de choses ensemble. Et puis d'un autre côté, je vous parlais de la Fédération nationale des socio-esthéticiennes. Ça fait un gros 2 ans, petit 3 ans qu'elle existe aujourd'hui. Et puis, pour en avoir connu d'autres, parce que comme ça fait 20 ans que je suis socio-esthéticienne, j'ai connu un certain nombre de syndicats et de fédérations, et ce n'est pas toujours évident. Elles ont toutes périclité. Pourquoi? Parce que parfois, mauvaise ambiance entre les filles qui viennent d'écoles différentes. Aujourd'hui, dans cette fédération actuelle, les choses se sont largement apaisées. Il y a une ouverture d'esprit digne de notre profession et qui accueille vraiment les personnes de tous horizons, de toute école, quel que soit pas le contenu de formation, il faut que ce soit quand même qualitatif, mais avec des choses vraiment différentes. Et on travaille aussi à la reconnaissance de notre profession avec des choses bien plus grosses que l'association, puisque là, on est au niveau national, avec un congrès une fois tous les 2 ans, avec vraiment des travaux sur les fiches de poste dans le social, des fiches de poste à l'hôpital, vraiment spécialisées aussi, avec une petite revue sur des thèmes importants, comment fabriquer ses produits à la maison ou comment les fabriquer aussi en pleine autonomie dans les ateliers, les risques, la législation par rapport à ça. Vraiment beaucoup de choses se passent au niveau de cette fédération qui est très, très, très dynamique et très ouverte. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce qui s'y passe parce que déjà sur le site, vous verrez pas mal d'informations. Donc, n'hésitez pas. Les adhésions sont vraiment petites et ridicules, donc faut pas hésiter, une fois qu'on est socio-esthéticienne, à y adhérer. Mais vous pouvez tout à fait consulter ces sites et rencontrer les socio-esthéticiennes, même sans être vous-même socio-esthéticienne. Il n'y a aucune d'âge, les personnes qui sont en reconversion dans le monde. Et non, il n'y a pas de limite d'âge.
Depuis 17 ans que je fais cette formation, la moyenne d'âge était aux alentours de 35-40 ans. Mais depuis quelques années, on a certaines personnes qui sortent du bac professionnel esthétique qui n'existait pas il y a un peu plus de 10 ans, aujourd'hui qui existe, et donc on a de plus en plus de jeunes. Mais vous voyez, cette année, je suis entre 19 ans et 57 ans. Donc, ça fait une large fourchette. Voilà, j'attends des hommes. Voilà, ça me ferait plaisir d'avoir des hommes en formation. Et là, pareil, de 18 ans à ce que vous voulez, ce serait pas mal. Mais franchement, il n'y a pas d'âge. Et tout compte fait, la maturité, ce n'est pas une question d'âge. Pour avoir vu des personnes qui avaient 18, 20 ans, avoir eu un parcours personnel déjà qui avait forgé leur maturité et qui ont continué de croître pendant cette formation et de s'enrichir, c'est assez extraordinaire. À l'inverse, j'ai vu aussi des personnes de 40 et 50 ans qui manquaient cruellement de maturité et pour qui c'était une formation plus difficile. Donc, il n'y a pas de stop. Il y a juste un entretien au moment où vous vous inscrivez. Donc, voilà, c'est un entretien sérieux, mais c'est quand même un entretien. Il y a prévu et ça l'obligerait à décaler sa rentrée. Est-ce que c'est possible de rattraper les plombs dans ces cas-là quand on arrive en cours de route? Alors, félicitations, vous avez de la chance. Si vous avez les grandes valises, je veux bien vous accompagner. Si en effet votre impossibilité de venir, elle se situe aux alentours du 6-10 octobre, c'est fin octobre. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire la rentrée début octobre, hein, puisque je n'ai pas de calendrier en tête, mais je pense que c'est le premier jeudi, je ne sais pas si enfin, aux alentours du 6 octobre. Si fin octobre, votre voyage tombe dans la dernière semaine qui est 40 heures de cours, là, ça va être compliqué, très compliqué. Si c'est une journée et demie de formation ratée pendant cette formation, là, ça peut être faisable. Sur 40 heures de cours, c'est irrattrapable. Vraiment, trop dommage. Donc, à voir. Alors, si c'est vraiment, c'est pile poil cette semaine-là? Voilà. Si c'est la semaine du 25 octobre, du 22 au 28 ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement des dates, la dernière semaine d'octobre, qui est la première semaine des vacances de Toussaint, dur. Là, il vaut mieux qu'on en parle de vive voix, voir ce qu'il est possible de faire. Ah, bah non, bah là, ça pourrait aller. Je pense que c'est la deuxième semaine des vacances de Toussaint, je pense, cette semaine. Il n'y a qu'une seule rentrée dans l'année et il y a beaucoup de choses qui se jouent au démarrage puisque c'est là où se crée le groupe. Et donc, d'arriver en décalé, ben, c'est possible. Ça se passe tous les ans, j'allais dire, quelque part. Il y a toujours une qui a eu un souci de santé ou cette année, une qui a eu un décès, la maman qui est décédée la veille Bon, bien entendu, elle n'est pas venue. Et là, on peut essayer de rattraper. On fait effort d'intégration d'autant plus. Donc, si c'est sur une semaine, 2 semaines, pourquoi pas. Mais la semaine des 40 heures, c'est compliqué. Mais bon, c'est la personne qui demande si c'était possible de faire à distance à cause de ça. C'est pas facile de trouver. Non, c'est compliqué. Quand on a vraiment, c'est presque un cas particulier, c'est dans ces cas-là de ne pas hésiter à m'appeler ou à appeler l'école en me demandant si je suis là ou mon numéro de téléphone et qu'on en discute ensemble parce que là, c'est vraiment des choses très, très précises et individuelles et c'est difficile pour moi de me positionner de façon générale sans me tromper ou faire des erreurs. Donc, il vaut mieux que vous m'appeliez directement. À l'entretien, elle te rencontre toi ou elle rencontre Ouellard? Alors, vous rencontrez Madame Ouellard, la directrice. Elle s'occupe de toute la partie administrative donc pour l'inscription. Et il se peut que qu'elle vous donne mon numéro de téléphone et que dans ces cas-là, on se passe un petit moment au téléphone et qu'on s'explique, que vous me disiez votre projet, vos motivations et que je réponde à certaines de vos questions si besoin est. Mais logiquement, l'entretien se fait avec Madame Ouellard. Voilà, mais je suis toujours disponible. On a Manon qui dit pas de questions, mais merci pour votre petit marché. Bon, chouette. Mais non, genre des aides-soignants, des infirmiers,
il y a des médecins. Est-ce qu'on arrive facilement à s'insérer? Est-ce qu'il y a vraiment une symbiose qui se fait? Ou est-ce que parfois, ça passe par plusieurs étapes, tout ça, de ton expérience? L'intégration aux équipes, c'est quelque chose qui peut être merveilleux et qui peut être cauchemardesque, autant l'un que l'autre. Quand on est stagiaire, on se rend compte déjà, et c'est pour ça que aussi le stage est intéressant, c'est qu'on demande aux équipes de vous intégrer en tant que stagiaire. Et déjà là, on se rend compte que pour certaines personnes, c'est compliqué. C'est compliqué pour la socio-esthéticienne parce que quelquefois, il y a un manque de communication, un manque de liberté, de savoir-être pour intégrer. Mais il y a aussi des difficultés de la part de l'équipe qui a un tel fonctionnement en sous-effectif, rapide, très administratif parfois, qui a très peu de temps à consacrer à la socio-esthéticienne, même en stage. Donc, c'est de part et d'autre. Et puis, il y a toujours dans les services des gens qui sont passionnants, qui sont intéressants, qui s'intéressent. Et dans ces cas-là, ben, si c'est rentré par le biais de cette personne-là pour intégrer le reste de l'équipe, ben c'est génial. C'est vraiment un pied à l'étrier. Mais il arrive quelquefois que ben, il n'y ait qu'une personne qui a envie d'avoir une socio-esthéticienne. C'est peut-être le leader, c'est celui qui décide, mais que l'équipe n'a pas du tout envie de voir la socio-esthéticienne débarquer. Ça peut être compliqué. Il faut du temps. Et puis là, dans la formation, il y a des choses qui vont vous aider, c'est à savoir se protéger, apprendre plein de techniques de protection pour éviter d'encaisser trop, de trouver aussi un moyen d'évacuer les difficultés qu'on peut rencontrer avec les équipes. Les équipes aujourd'hui, que ce soit dans le social ou dans le médical, sont surbookées. C'est très protocolaire, c'est très administratif et ils sont extrêmement frustrés de ne pas pouvoir passer plus de temps avec les usagers ou les patients. Et donc, ça peut, chez certaines personnes qui sont très fatiguées, se ressentir dans l'ambiance des équipes. Malgré tout, il faut faire avec. Et avec le beau sourire d'une socio-esthéticienne, avec les retours quelquefois chouettes qu'elle fait, ça peut remettre un peu de baume au cœur et de faciliter l'intégration. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Et est-ce que quand on est une socio-esthéticienne, on peut choisir après de n'exister que dans cette structure, par exemple, si on a une préférence, si on préfère travailler par avec les personnes âgées? Oui. Ça, c'est tout à fait possible. C'est une très bonne question parce que quand on est en formation, on arrive en formation en général avec des idées, en se disant, moi, je rêve de travailler avec les personnes âgées, je rêve de travailler avec les enfants. Les stages bouleversent quelquefois un petit peu ces envies-là. Et on se découvre des possibilités incroyables. Des personnes qui rêvaient de travailler avec des personnes âgées, une fois qu'elles ont fait le stage, elles ne veulent plus jamais foutre les pieds dans un service de personnes âgées. Ça va dans l'autre sens aussi. Et ce qui peut faire un choix malgré la socio-esthéticienne, c'est qu'au moment où on cherche du boulot, la difficulté au départ, c'est d'être ouvert à tout. C'est de pouvoir prendre toutes les vacations qui vont se présenter, sauf vraiment celles où on ne se sent pas du tout à l'aise d'y aller. Mais quelquefois, c'est même d'aller se motiver pour faire quelque chose d'assez exceptionnel. C'est j'accepte tout parce que pendant 1 an, 2 ans, je vais avoir la tête dans le guidon. Mais si je me donne les moyens d'y arriver, dans 2 ans, je pourrai choisir ce qui me convient le mieux, ce qui m'éclate, ce qui me paye le plus, ce qui est le plus proche de chez moi, et de faire un medley de ce qui vous épanouit le plus et de ce qui vous éclate le plus. Et de laisser à d'autres collègues l'opportunité de faire ce que vous n'avez plus envie de faire. Mais c'est vrai qu'au début, ce n'est pas vraiment un choix. Peut-être le choix, il est sur les conséquences en fait d'avoir fait des bons stages et d'avoir des chefs de service qui ont envie de vous avoir en vacation. Ça peut être des opportunités à prendre tout de suite dès la sortie de formation. Moi, j'invite, et c'est pour ça qu'on fait l'oral du projet professionnel au printemps, c'est que je veux que les élèves commencent à chercher du travail dès l'obtention des résultats de cet oral. Parce que justement, les subventions, si besoin est, mettent plusieurs mois à arriver. Je trouve dommage d'attendre le mois de septembre pour commencer à chercher du travail et donc parfois d'attendre 3, 6 mois, 12 mois l'obtention d'une subvention pour commencer à travailler.
Si je commence à chercher du boulot au mois de mai, j'ai déjà gagné 4 mois et 5 mois. Voilà. Donc ça, je trouve que ce sont des belles opportunités. Mais ça, j'assiste pendant la formation. Je veux que vous soyez employable le plus rapidement possible. Donc, je force là-dessus. Donc, vous avez des contacts pour vous aider après à insérer tout de suite. Alors, il y a un réseau. Pour autant, arriver à débloquer des fonds pour que ça se passe rapidement, ce n'est pas forcément le cas. Par contre, par l'intermédiaire de l'association, de la ZEN, on a, pour celles qui font partie de l'association, ça s'appelle Propos Job. En fait, toujours avec ma triple casquette, j'ai des informations de structures qui recherchent une socio-esthéticienne pour une vacation, pour un projet, pour faire un devis, etc. Et là, dans ces cas-là, je propose au groupe Propos Job d'aller sur le site, je donne les coordonnées, j'explique un petit peu ce qu'il y a à faire. Et puis, 1, 2, 3 d'entre nous allons nous proposer pour le job que cette structure propose. Voilà. Donc, oui, j'ai un réseau énorme, c'est vrai, mais depuis 20 ans, le nerf de la guerre, ça a toujours été de trouver les sous pour travailler. Ça n'a jamais été un problème pour celles qui s'en donnaient les moyens, mais ça n'empêche qu'il faut faire effort d'aller chercher ces sous. Pour les personnes qui vont envoyer sans CV, sans écrit de projet professionnel, mais qui ne prendront pas l'initiative de rappeler derrière, de faire mon pitbull gentil, etc., ça n'aboutira pas. Il faut vraiment aller au-devant des structures, de créer le besoin et de proposer ces projets pour que ça fonctionne. Parce que le jour où par Internet, on voit un appel à projet qui correspond pile poil à ce qu'on voulait faire, ce n'est pas le moment à ce moment-là de refaire des connaissances dans des structures, il faut déjà les avoir. Donc, c'est vraiment de maintenir le lien avec les structures dans lesquelles on a fait les stages, avec les gens qu'on a rencontrés. Ça peut être lors d'un mariage, dans une fête, etc. On parle à son voisin, c'est un médecin, on parle à son voisin, c'est un aide-soignant. Et l'un dans l'autre, on finit par avoir des contacts dans pas mal d'endroits différents. Donc, c'est beaucoup là-dessus. Le bouche à oreille dans notre métier fonctionne extrêmement bien. Au bout de 2 ans, votre nom circule de telle façon que même quand il y a une fin de contrat qui arrive, on avait des subventions pour 6 mois et les 6 mois sont clos. En règle générale, dans les 2 mois qui suivent, vous avez un nouveau contrat qui démarre. Voilà. Alors, on a une question qui rejoint un peu, c'est peut-on proposer la socio aux équipes? Je suppose qu'elle ouais. Proposer là où ça n'existe pas. Ah mais alors, c'est pas que... alors moi, je n'entends pas forcément comme ça. Alors, il peut... Exactement ça. Est-ce que c'est par rapport, dans ces cas-là, d'agir sur les professionnels de la structure, les salariés de la structure? Donc, je vais commencer par ce morceau-là. Si ce n'est pas ça, je reviendrai sur l'autre partie. C'est ça? Oui, complètement. Et aujourd'hui, on a sur la région lilloise quelques structures qui, ça y est, sont passées à l'action et proposent services de socio-esthétique à leurs salariés pour un moment de détente, pour un moment aussi, dans certains cas, surtout quand on peut revoir la socio-esthéticienne, c'est pour savoir si on a la bonne place, si on s'entend bien avec son équipe, si on a du mal à s'affirmer, ou au contraire, on a du mal à être intégré. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être travaillées avec la socio-esthéticienne. Et c'est vraiment une politique interne à la structure qui se fait de plus en plus courante. Et c'était sous le premier quinquennat de Macron, on a entendu parler d'un projet de loi qui visait à obliger, en tout cas, à ce que ce soit la structure qui prenne en charge financièrement ce qui concernait le bien-être au travail de ses salariés. Ça n'a pas été voté, je ne crois pas même que ça a été en discussion pour l'instant, mais il y a déjà des entreprises qui sont passées à la vitesse supérieure. Le CHU, par exemple, pour ne citer que, pourtant c'est un vrai dinosaure, à bouger c'est quelquefois compliqué, ils viennent de créer une zen zone où les salariés peuvent aller et où il y a de la sophro, il y a du sport, il y aura peut-être bientôt de la socio-esthétique. Voilà, mais certaines entreprises, il y a une EHPAD avenue Saint-Maur à la Madeleine qui propose de la socio-esthétique à ses salariés. Enfin, ça se développe de plus en plus et je pense sincèrement que dans les années à venir, c'est un des créneaux
qui va être très porteur pour la socio-esthétique. Par exemple, c'est tout ce qui est qualité du travail, le bien-être du travail qui est de plus en plus prisé, parce que c'est nécessaire. C'est très compliqué aujourd'hui de travailler. On est ce que les entreprises qui ont de la logistique disent flux tendu, mais c'est aussi du flux tendu avec l'humain aujourd'hui. Et du coup, c'est très compliqué. Et de s'occuper de gens, en plus, on travaille dans des endroits où le personnel s'occupe de gens qui ne vont pas bien, c'est compliqué de s'occuper de soi. Donc, c'est un bon moyen d'investir les lieux. Ouais. Est-ce qu'avec le Covid, vous avez eu des difficultés? Est-ce que après, est-ce que tu penses que là, ça va se débloquer par rapport à ça? C'est complètement débloqué. On a eu le premier confinement, c'était en gros mars, avril, mai 2020, où là, aucune d'entre nous n'avons pu travailler. Tout était fermé et que ce soit dans le social ou dans le médical, c'était terminé. Vraiment. Quelques-unes d'entre nous ont testé quelque chose d'extraordinaire. C'est des ateliers, mais en visio, comme on est en train de faire. Chacun était chez soi et la socio-esthéticienne animait à distance ce truc-là. Ça a été chouette parce que c'était un moment particulier et que c'était important de le faire, mais c'est quand même compliqué de ne pas pouvoir se toucher et de ne pas pouvoir se sentir, se voir, etc. Pour la formation, on a réussi à tenir tous nos cours en visio. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Professionnellement parlant, certaines d'entre nous ont eu plus de mal dans le social, où ils ont été assez frileux de reprendre tout de suite au mois de juin. Mais certains seulement. Personnellement, dès juin, j'ai repris mon boulot comme si de rien n'était, avec toutes les protections, avec des groupes beaucoup plus petits, avec des distances, avec des masques, on ne faisait plus de soins visage, etc., ni de maquillage, mais ça n'a pas été un problème vraiment pour travailler. À l'hôpital, ils ont crié au secours très, très vite, parce que comme il n'y avait pas de visite possible, les soignants n'en pouvaient plus de devoir s'occuper du psychisme et du moral des patients. Et donc, on demandait à tout ce qui était soins de support et aux socio-esthéticiennes de venir le plus rapidement possible pour s'occuper de cette partie-là. Donc, ça a toujours été fait dans un cadre d'hygiène extrême, mais on a pu travailler quasiment tout le temps. Vraiment. Et puis aujourd'hui, c'est terminé. On ne met plus de masque. On a recommencé à faire des ateliers avec, nous, on travaille maximum 8 personnes en général. On fait attention quand même de ne pas se cracher dessus. On se lave les mains, on fait attention, mais ça va très bien, franchement. Est-ce que dans ce style humaine que peut-être des qualités qu'on doit avoir avant de démarrer ou qui peuvent s'apprendre aussi sur le terrain? Oui. D'aimer l'être humain, c'est un minimum. Ouais, je pense que c'est la première chose. Et souvent, en début d'année, j'ai les personnes qui me disent « Moi, j'ai envie de donner beaucoup d'amour, j'ai envie de donner mon temps, j'ai envie que les gens s'en sortent, etc. » C'est pas ces personnes-là qui seront les plus faciles parce que c'est un métier où il faut se protéger aussi beaucoup. Parce que d'avoir affaire à des gens qui ne vont pas bien, de les toucher en même temps que de les écouter, c'est quelque chose d'avoir une prise directe sur c'est du 220 volts de choses négatives qui nous arrivent. Il faut savoir le mettre à distance. Donc, je pense qu'il faut être au clair avec ses failles. Ça ne veut pas dire avoir tout réglé dans sa vie, parce que ça, ce n'est pas possible, mais de ne pas avoir mis de côté certains deuils, certaines souffrances, etc. C'est d'avoir osé parler de tout ça pour être au clair, savoir où c'est difficile et où c'est réglé. Bien entendu, d'être humain, d'avoir le sourire facile, d'avoir quelques notions en communication, ou en tout cas de savoir aller vers l'autre. Voilà, même si on peut continuer d'apprendre ça pendant la formation. Après, les qualités que vous allez vous voir développer, c'est votre capacité d'adaptation. Je pense que ça, c'est une des plus grosses qualités de la socio-esthéticienne, qui doit s'adapter à la personne qui est en face, à s'adapter au type de structure, à s'adapter aux équipes, à s'adapter à l'administratif, à s'adapter à tout en permanence. C'est de pouvoir arriver à un endroit pour un atelier avec maximum 8 personnes et de se retrouver avec 15 personnes, sans salle, sans point d'eau
et devoir faire quand même un atelier. Voilà, c'est ce genre de choses, ou personne pour vous accueillir, ou enfin voilà, il y a plein de choses. Donc l'adaptation, je pense que c'est quelque chose d'important. Pour le reste, savoir se protéger, savoir encore mieux communiquer, savoir écouter, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend et franchement, c'est une année, même s'il n'y avait pas de projet de socio-esthétique à la fin, c'est une année tellement enrichissante personnellement. Rien que pour ça, ça vaut le coup de la faire. Rien que pour ça. Donc, on continue d'apprendre. Mais c'est bien de venir au départ en aimant l'autre, enfin, l'être humain, voilà, en acceptant que l'autre soit différent, voilà, quelquefois complètement différent. On apprendra à ne pas juger. Voilà, puis un peu de communication et un beau sourire, et après le reste s'apprend. Et est-ce que c'est possible, après la formation socio-esthéticienne, de faire des formations complémentaires? Par exemple, pour se spécialiser, si je souhaite me spécialiser dans la dermatologie ou dans un autre domaine. Tout à fait. On a au sein de l'école déjà des formations complémentaires pour celles qui veulent peut-être faire que de la socio-esthétique, et dans ces cas-là, de faire du soin corps, par exemple, parce que dans le domaine où elles veulent exercer, dans les services où elles veulent exercer, on travaille sur les jambes, on travaille sur le dos, le buste, etc. Et dans ces cas-là, ça vaut le coup peut-être d'avoir une corde de plus à son arc. Donc, il y a différents types de formations comme ça. Je pense à des formations qui sont aussi beaucoup plus courtes sur l'extension de cils. Je pense pour les gens qui ont de la chimio, radiothérapie, qui commencent à avoir des repousses et où ce serait sympa d'avoir une extension de cils, de la dermopigmentation aussi. Ce sont des options possibles. Il y en a certaines qui peuvent se faire au sein de l'école d'esthétique de Lucas, mais d'autres qui peuvent se faire aussi à l'extérieur, comme par exemple toutes ces femmes et hommes qui ont été opérés d'un cancer du sein et qui, même après reconstruction du sein, ont perdu le mamelon, l'aréole, etc. et décident de se refaire tatouer, par exemple. Et donc ça, c'est des formations aujourd'hui qui existent. Et on peut aussi bien travailler directement en lien avec les chirurgiens, une fois que les traitements sont terminés, mais aussi avec les cliniques de chirurgie réparatrice. Donc, sont des options possibles. Donc, autant pour le soin corps que pour tout ce qui touche à la reconstruction de la personne, c'est tout à fait possible d'aller plus loin. Et puis, j'irais même au-delà de ça, c'est que certaines socio-esthéticiennes décident de faire socio-esthétique à mi-temps ou aux trois quarts temps et de réserver un autre temps à l'esthétique classique ou à une autre profession. Moi, je suis formatrice, je suis aussi réflexologue, auriculothérapeute, je fais de l'hypnose, et donc je scinde mon temps en plusieurs choses. J'ai des personnes qui sont travailleurs sociaux, qui restent à mi-temps travailleurs sociaux et à mi-temps socio-esthéticiennes. D'autres qui sont aides-soignants ou infirmiers ou éducateurs spécialisés et qui décident en fait de ramener la socio-esthétique dans leur service et qui ont une sorte de double casquette qui n'est pas toujours facile, mais peut-être dans un service sont socio-esthéticiennes, dans un autre service sont soignants. Donc tout ça, c'est possible et on continue de se former sur d'autres choses, complètement. La réflexologie plantaire ou générale est possible en tant que thérapeute, de devenir thérapeute. Et donc, c'est encore une autre corde à son arc derrière cette formation de socio-esthétique. C'est pas l'esthétique, et là je parle de façon plus large encore que la socio-esthétique, c'est un métier où ça ne s'arrête jamais. Donc, vous pouvez toujours vous former, ça peut être tout de suite après, mais ça peut être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Il y a toujours quelque chose à apprendre de nous. Est-ce que la socio-esthéticienne peut, dans l'avenir après, être amenée à manager une équipe, par exemple, à gérer plusieurs personnes? C'est quelque chose qui arrive? C'est plus rare? Ouais. Pour l'instant, je ne vois pas. Hormis quand on fait partie d'un bureau d'association ou de fédération, là oui, il y a notre forme de dynamisme. Mais non, on travaille toute seule. Il y a à Arras, par exemple, et à Amiens, dans les hôpitaux, il y a un hôpital où il y a 2 socio-esthéticiennes qui sont embauchées dans le même service. Donc, elles sont obligées de travailler ensemble, mais c'est plutôt de la coordination plutôt que de manager. Voilà, il n'y a pas une responsable. Donc, non, je n'en connais pas en tout cas. Question, n'hésitez pas si jamais on demande si tu connais l'option prodiguer des soins
de bien-être à destination utilisée? Et si oui, quelle est la différence avec la socio-esthétique à l'école de Lucas? En fait, c'est l'école, enfin, c'est Sylvie Terrade qui vient de mettre ça en place. Ils ont perdu, comme beaucoup d'autres écoles, la certification. Et donc, de ce fait-là, ils ont décidé, parce que ça allait, en toute transparence, je vous le redis, ne plus avoir autant d'élèves parce qu'il y a moins de prise en charge. Voilà, eux, ils ont décidé d'arrêter la socio-esthétique et de proposer une formation, mais qui est ultra rapide, ultra light, pour les personnes qui s'intéressent à cette approche. Mais ils ont retiré le terme socio-esthétique, si vous l'avez remarqué, parce que ce n'est plus du tout de la socio-esthétique. Donc, comparez les heures proposées, le contenu, vous allez voir que par rapport justement à… Bon, je vais comparer à ce que je connais chez De Luca, c'est ridiculement petit et ridiculement survolé. Ça a le mérite d'exister, mais c'est très, très léger. Ce n'est pas pour devenir socio-esthéticienne. Voilà. Là, il y a quelques écoles, comme chez De Luca, qui ont décidé, malgré le fait de ne pas avoir la certification, de continuer à proposer une formation de qualité et à préparer de façon vraiment efficace les filles à devenir socio-esthéticiennes et employables tout de suite. Donc, ouais, c'est de faire attention. Il y a certaines personnes, que ce soit de la fédération ou même moi, parce que je travaille vraiment en toute transparence, n'hésitez pas à nous poser les questions quand vous avez un doute. Vous pouvez être tout à fait du secteur de Lyon ou de Tours, etc. et oser poser des questions sur le contenu des formations des autres écoles. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On pourra vraiment comparer ce que vous avez trouvé comme information avec le contenu de Lucas et savoir pourquoi vous allez prendre le train une fois par semaine pour venir ici. Donc, voilà, c'est pas de souci avec ça. Je pense qu'on a fait, On a fait le tour des questions. Ouais. Ouais. Vous avez le site de l'école. Vous avez le numéro de téléphone de l'école. Donc, ça, de ne pas hésiter. S'il y a d'autres questions, à revenir vers l'école pour en avoir voilà, les réponses. Vous pouvez tout à fait, si c'est moi que vous voulez contacter, Chloé, est-ce que tu peux mettre mon adresse mail sur le truc? Voilà, vous pouvez me contacter par mail ou via l'école, si vous voulez. Aucun problème. Tu la connais par cœur? Je te la donne. OK. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Si vous voulez rencontrer d'autres socio-esthéticiennes, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous voulez m'accompagner sur un atelier pour voir ce que ça donne, n'hésitez pas. D'accord? On est vraiment ouvert. On sait que ce n'est pas un métier facile à appréhender. Voilà, il est formidable, il est passionnant, très épanouissant, mais quelquefois, il faut mettre le nez dedans pour savoir de quoi il s'agit. Donc, n'hésitez pas. Voilà. D'autres choses? Voilà. Ouais, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir posé des questions, et puis au plaisir de vous rencontrer en vrai. Voilà, et passez une bonne soirée et à bientôt, j'espère. Ouais.